On voit la progression ukrainienne, les Russes qui sont forcés de fuir, nombre de prisonniers russes qui sont faits par les Ukrainiens, notamment de jeunes conscrits. Ce soir, nous allons entendre le très proche conseiller du président Zelensky, Mikhailo Podolyak. Vous êtes avec nous en direct, Mikhailo Podolyak. Bonsoir, merci beaucoup. Bonjour. Mikhailo Podolyak, vous progressez en territoire russe. Jusqu'où irez-vous? Sans doute, nous n'allons pas parler de la partie stratégique parce que ce serait assez étrange d'en parler pendant la guerre, mais nous pouvons parler de certaines tâches qui ont déjà été atteintes. Et nous pouvons voir que c'est un instrument assez efficace pour reprendre l'initiative. Et c'est l'Ukraine qui a aujourd'hui l'initiative, ce qui est très important aujourd'hui pour bien évidemment la population qui se trouve sur les territoires qui ont été occupés. Par ailleurs, la Fédération de Russie a toujours agi de façon assez étrange en plaçant l'artillerie le long des frontières pendant, disons, sur la durée de 2 kilomètres, pas plus au fond du territoire. Mais en fait, en termes de la législation internationale, l'Ukraine a tout le droit de détruire ces installations. Et par ailleurs, aujourd'hui, l'Ukraine est en train de résoudre ce problème. Elle est en train de résoudre les difficultés liées à la sécurité, par exemple dans les régions de Soumy, vu que les civils ont constamment été bombardés. Et aujourd'hui, étant donné qu'on les a fait reculer à 70-80 km, est très important. Monsieur Podolyak, on comprend que par légitime défense, vous empêchez des tirs qui partaient de ces régions vers vous. Au-delà de ça, est-ce qu'un jour, ces territoires, Soudja, un peu plus loin, serviront de monnaie d'échange? Est-ce que ça permettra de dire aux Russes, si vous voulez récupérer Soudja, la route de Koursk, eh bien, il faut que vous lâchiez, que vous libériez la Crimée et le Donbass? Soyons francs. Dans le droit international, il n'y a pas de concept qui permette d'envahir des territoires et ensuite de les échanger contre d'autres territoires. Non, mais dans la réalité du rapport de force, oui. Oui, nous parlons des réalités qui sont les suivantes. Il ne s'agit pas d'un échange du territoire russe contre la Crimée ou contre d'autres territoires. L'Ukraine ne mène pas une guerre d'information. L'Ukraine montre qu'elle va tout d'abord défendre son territoire. Et si l'Ukraine mène des négociations, ce sera toujours sur la base du droit international et non pas sur la base des exigences russes. Et enfin, si on peut mener des combats sur le territoire de la Russie, on peut le faire et ça peut être assez efficace. Mais nous ne pouvons pas formuler cette problématique de façon juridiquement incorrecte. Parce que si les Russes voient que nous avons la possibilité d'avancer, ils vont perdre de plus en plus. Ils vont perdre de plus en plus de moyens militaires, humains, etc. Et c'est seulement en agissant comme ça, comme ce que nous faisons dans la région de Koursk, que la Russie pourra comprendre qu'il faut agir sur nos conditions. Les Occidentaux, en général, soulignent votre libre usage de la légitime défense. C'est le cas notamment des Anglais sur les Challenger et d'autres. Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce que vous menez une opération très audacieuse à l'intérieur de la Russie? Est-ce que le gouvernement américain, français, anglais savait que vous alliez le faire?
Soyons francs, encore une fois, pendant les opérations, nous ne pouvons pas discuter des détails de ces opérations. Sans doute, nous essayons de faire tout le possible sur la base du droit international. Encore une fois, donc, nous avions droit d'agir ainsi et nous avons utilisé uniquement les armes ukrainiennes. Par ailleurs, je ne comprends pas vraiment ce type de questions, parce que si, sur la base du droit international, nous ne pouvons pas utiliser les armes qui nous ont été légalement transmises, comment on peut mener cette guerre? Il est évident que la guerre doit être et peut être transférée sur le territoire de la Russie et surtout grâce aux frappes, car c'est seulement cela qui permettra de réduire les ressources de la Fédération de Russie et pourra les pousser de mener les négociations sur nos conditions et amener à la paix, en fin de compte. Mikhail Podolyak, vous n'avez pas compris ma question. Que tous les Occidentaux vous reconnaissent le droit à la légitime défense, ça, ils le disent, il n'y a pas de problème. Mais simplement, c'est une opération nouvelle que vous aviez commencée, ce sont vos alliés. Est-ce que vous aviez tenu au courant, par exemple, le gouvernement français ou le gouvernement américain? Je pense que tout ce qui concerne l'opération et les étapes de préparation pourra être discuté seulement après la fin de cette opération. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas discuter de qui a été prévenu ou de qui n'a pas été prévenu, parce que ça pourrait fournir des informations nécessaires pour la Fédération de la Russie que nous ne pouvons pas et ne voulons pas transmettre. Ces territoires, jusqu'à quand comptez-vous y rester? Est-ce qu'il y a pour vous une logique de temps? On ne peut pas aujourd'hui faire de pronostics comment les événements vont se dérouler à l'avenir. Si l'utilisation de ces territoires peut nous aider à diminuer, par exemple, l'agressivité de la Fédération de Russie contre nos territoires, par exemple Kharkiv ou Tchernihiv, nous allons les garder. Mais encore une fois, chaque opération militaire dépend de beaucoup de facteurs, des ressources, de la situation. Basons-nous sur les données opérationnelles et au jour d'aujourd'hui, nous savons que nos forces armées contrôlent plus de 150 km² de territoire russe et donc cela nous permet de fournir plus de sécurité à la région de Soumy, par exemple. Le président Zelensky a dit que des représentants russes pourraient participer à une conférence à Kiev, bien sûr selon vos conditions. Mais sur le principe, est-ce que vous comprenez que ça choque certains, par exemple des Ukrainiens en France, qui disent mais après Boutcha, après Navalny, ce pouvoir n'est pas reconnu comme légitime tant que tout le territoire n'est pas libéré par les armes, peut-on négocier avec des Russes ? Soyons francs encore une fois. La Fédération de Russie va continuer à mener cette guerre jusqu'à ce qu'elle soit stoppée. Ils ne peuvent pas contrôler leur propre territoire s'ils continuent à agresser le territoire ukrainien. La Russie n'est pas prête aujourd'hui à mener des négociations et la Russie souhaite continuer la guerre car la Russie croit qu'elle peut continuer à faire pression sur l'Ukraine. Et aujourd'hui, avant de commencer les négociations, on peut comprendre sur quelle base on va le faire. Et il faudrait le faire seulement sur la base du droit international. C'est la première chose. La deuxième chose, la Russie doit comprendre que si elle continue à agir comme elle agit aujourd'hui, ça aura des conséquences sérieuses. Et enfin, il faut utiliser des instruments de pression. Le premier instrument, c'est l'instrument de pression militaire.
militaires. Ce sont les opérations militaires comme celles que nous menons à Koursk. La Russie doit avoir des pertes matérielles, humaines, etc. La deuxième chose, il faudrait effectuer une pression économique d'une façon différente que ce qu'on fait aujourd'hui. Et la pression diplomatique. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus parler comme on parlait avant cette opération. Certains proposaient de mettre fin au combat, et ce qui pourrait amener à un conflit gelé. Et aujourd'hui, ces voix sont beaucoup moins importantes. Donc, tous ces moyens de pression que nous utilisons sur la Fédération de Russie pourraient amener à la situation où on pourra organiser un sommet dédié à la paix, où la Fédération de la Russie pourra enfin comprendre qu'elle devra payer pour toutes les conséquences négatives, humaines, matérielles, etc. Mais ça veut dire, pardon, que vous imaginez une conférence où la Fédération de Russie sera présente, même avant que tout le territoire ukrainien soit libéré, Crimée comprise ? Encore une fois, mettons les accents de façon correcte. Dans les guerres d'une telle intensité, on ne peut pas parler uniquement de la libération des territoires. On doit parler également de la pression qu'on peut effectuer sur l'adversaire. Vous avez vu que grâce à cette opération, nous effectuons une pression importante sur la Fédération de Russie, y compris du point de vue économique. Donc, on ne... Mais pardon, M. Podoliak, pardon de vous interrompre. Ce n'est pas une histoire seulement de pression, c'est une question de principe. On n'imagine pas Churchill qui, en 1942, aurait dit « Ah ben les Allemands vont peut-être arriver, on fait pression sur les Allemands, ils vont être autour de la table ». Non, on va jusqu'au bout de la victoire, on récupère tout le territoire, militairement. Ça veut dire que vous pensez, vous, qu'une négociation à la fin sera possible ? Je dirais cela différemment. Aujourd'hui, vous voyez comment l'Ukraine agit sur le territoire de la région de Koursk en effectuant les moyens de pression. Vous comprenez que nous n'allons pas rester sur ces territoires, mais la Fédération de Russie doit faire des concessions. Elle doit perdre cette guerre. C'est pour cela que nous devons utiliser tous les moyens que nous avons à notre disposition pour faire pression sur la Fédération de Russie. Donc, il faut agir sur l'arène diplomatique, économique, militaire. Et l'Ukraine montre encore une fois que nous pouvons agir de façon créative. Aujourd'hui, la guerre passe à une nouvelle étape. Et aujourd'hui, la Russie ne nous perçoit plus de la même façon, de même que l'Occident. Même dans la presse française, il y a quelques semaines, on parlait beaucoup de la pression de la part de la Russie. Aujourd'hui, nous avons renversé la situation. Et donc, aujourd'hui, nous démontrons que cette guerre ne sera pas menée d'après le scénario russe, mais d'après un autre scénario. Et donc, nous utilisons tous les moyens de pression que nous avons à disposition. Mikhailo Podoliak, le Wall Street Journal révèle que le président Zelensky aurait approuvé et ensuite annulé le projet de sabotage de Nord Stream sous la pression de Washington. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai. L'Ukraine n'a rien à voir avec ce sabotage. Il faut voir qui a eu la possibilité, qui a eu les ressources pour le faire. Et sans doute, la seule partie qui était intéressée à le faire, c'était bien la Fédération de Russie pour que la coalition pro-ukrainienne ne soit pas formée.
la Russie a pris le risque de perdre pendant un certain temps, comme il le pensait, le Nord Stream, afin d'effectuer la pression diplomatique. Donc, je souligne encore une fois, il n'y a pas de participation ukrainienne dans ces sabotages comme il le suppose. Monsieur Podoliak, est-ce que je peux vous soumettre l'autre scénario? Il existe, au fond, certains diront, c'était de bonne guerre. Les Allemands et tant d'autres à l'Ouest se sont gavés de gaz russe. Cet argent repartait à Moscou pour acheter des armes. Monsieur Schröder s'est gavé d'argent. Ça aurait été de bonne guerre, certains le pensent, que vous fassiez sauter ces gazoducs. Et je rappelle que les enquêtes de Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, etc. pointent plutôt vers vous. Encore une fois, les motivations, les instruments, les informations sensibles concernant le contrôle de territoire, la présence de la flotte russe sur place et aussi la possibilité d'utiliser les passeports des personnes qui sont citoyens d'autres pays montrent que ce n'était que la Russie qui pouvait le faire. L'Ukraine n'avait aucun intérêt à ce que ces gazoducs soient sabotés. Si nous avons eu suffisamment de preuves, nous aurions utilisé ces preuves afin de le démontrer. Regardez, l'opération de sabotage n'aurait pas résolu le problème d'aide à l'Ukraine en ce qui concerne les armes. Ce sabotage n'aurait pas arrêté la guerre et l'Ukraine n'aurait pas obtenu l'aide qu'elle a obtenue. Donc, disons, l'Ukraine n'a pas pris part à cette opération. Un mot encore, Monsieur Podoliak. J'étais dans votre bureau il y a de nombreux mois maintenant. Vous aviez ce livre sur « Un jour, la Russie éclatera ». Un jour, cet empire éclatera, de même que l'Ukraine s'est libérée, que les pays baltes sont libérés, etc. Demain, la Tchétchénie et d'autres. Quand on voit les événements tellement incroyables qui se déroulent à Koursk, est-ce que vous pensez que ce mouvement a commencé, que la Russie est en train, peut-être, Fédération de Russie, d'aller d'éclater? Dariusz, nous avons déjà parlé de cela. Nous n'avons pas parlé du fait que quelqu'un écrirait ces livres, moi ou quelqu'un d'autre. Nous avons parlé du fait qu'il y a des processus historiques qu'on ne peut pas arrêter. Aujourd'hui, la Russie ne propose rien. Elle ne propose aucune conception des qualités de vie à part la violence totale. Qu'il s'agisse du siècle dernier ou qu'il s'agisse du siècle avant-dernier. Donc la Russie a besoin des guerres pour tenir en tant qu'entité. Et donc, si elle perd, elle va éclater. Et soit elle va commencer à se transformer de façon positive, soit elle va disparaître car en tant que telle, elle ne pourra pas faire concurrence aux pays démocratiques comme la France ou d'autres pays. C'est un processus historique. Mikhaïlo Podoliak, merci.